Alors, donc on va essayer vraiment d'être très rapide parce qu'on a un retard énorme. Alors, nous allons commencer très vite avec quelles sont aujourd'hui les principales nouveautés du programme. Alors, le programme, bien sûr, on va quand même s'attarder un petit chouïa sur ce que c'est, parce que nous avons également avec nous en présentiel, mais également en ligne, les institutions de la formation professionnelle qui nous rejoignent sur le programme Erasmus+, désormais à partir de cette année. Et programme soutient finalement l'éducation, la jeunesse et le sport à travers 3 types d'activités, si on veut dire Erasmus+, en 2 mots. Tout d'abord, le soutien à la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire? On donne des bourses à des personnes, à des étudiants, au personnel administratif et enseignant. Ensuite, on favorise en cofinançant des partenariats de coopération. Alors, nous allons voir qu'est-ce que ça donne finalement en termes d'action. Et puis, la 3e key action, ou action clé, ou activité phare finalement du projet financé par le programme Erasmus+, c'est tout ce qu'on appelle le soutien aux politiques et le soutien aux réformes. Et je vais dire tout à l'heure comment ça se traduit en termes d'action. L'objectif d'Erasmus, c'est vraiment aujourd'hui de créer une mutualisation entre l'éducation formelle, tout ce qu'on vient de dire, mais également l'éducation non formelle à travers le soutien à des activités dans le cadre du travail associatif, des projets d'échange de jeunes, etc. Donc aujourd'hui, si on est tous là, les principales composantes, à savoir enseignement supérieur, formation professionnelle et jeunesse, c'est pour créer des passerelles également entre ces différents secteurs, parce que c'est possible dans les différentes typologies d'actions que nous allons voir aujourd'hui. Alors, juste rapidement, juste pour se rappeler finalement qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste encore à faire. Alors, aujourd'hui, sur la mobilité, on fait autant sur la mobilité des jeunes. Alors, la mobilité des jeunes, elle est conditionnée par l'âge, 18-30 ans. Pas obligé que vous soyez dans une institution, mais il faut que vous soyez déjà volontaire dans votre pays pour faire du volontariat européen. Donc c'est complètement, on va dire, c'est des projets qui vont permettre à des jeunes de s'épanouir dans d'autres domaines que bien sûr les études. Et l'autre mobilité aujourd'hui, qui est très importante, c'est la mobilité aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Et l'objectif, c'est à terme, dans quelques années, peut-être, pourquoi pas, qu'on fasse ce même chiffre, mais cette fois-ci dans la formation professionnelle. Ça va se faire en petites étapes, nous allons le dire tout à l'heure, quand on va faire le focus sur la formation professionnelle. Ensuite, la seconde action principale, ce sont les projets de renforcement de capacité. Et aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, bien sûr, parce que l'enjeu du renforcement de capacité dans l'enseignement supérieur est plus important, parce qu'il faut rapprocher, comme l'a dit M. Capellani, rapprocher les systèmes pour donner la possibilité aux mobilités d'être faites. Et c'est ce qui va se passer dans la formation professionnelle. C'est pour cette raison qu'on va commencer par des projets de renforcement de capacité dans la formation professionnelle pour aboutir par la suite à des projets de mobilité bilatéraux entre des établissements de la formation professionnelle marocains et des établissements de la formation professionnelle européens. Alors, le chiffre que j'adore dans ce slide, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une dynamique qui draine plus de 750 institutions européennes et marocaines. C'est un très beau chiffre. Ce sont des institutions aujourd'hui dans 21 pays non européens, parce qu'on travaille également l'intégration régionale et l'intégration continentale au niveau de notre Afrique. Et puis, des relations avec 34 pays. Aujourd'hui, on couvre presque tous les pays européens. Nous en avons perdu un, l'UK, qui est désormais pays partenaire comme nous, mais nous restons sur une palette de 33 pays européens, ce qui est énorme. Donc juste un peu pour séduire la formation professionnelle et dire que la dynamique, elle est très intéressante. Alors, sur la jeunesse, sans rentrer dans beaucoup de détails, ce qu'il faut noter, c'est que dans la jeunesse, on accueille plus d'Européens que de jeunes Marocains. Et ceci, on a son contraire au niveau de la mobilité dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur, on peine aujourd'hui à accueillir des étudiants européens. Ce n'est pas le même contexte. On est dans la jeunesse sur quelque chose de projet, plutôt de volontariat, etc. Donc c'est plus facile d'accueillir des Européens que sur la mobilité dans l'enseignement supérieur, la mobilité d'un étudiant nécessite un alignement pédagogique, et des correspondances, des ECTS à réfléchir, etc. Donc tout ceci est assez
particulier à faire. Le Maroc occupe la première place sur le Erasmus Jeunesse dans notre région Sud-Méditerranée qui inclut 10 pays de la région Sud-Méditerranée. Alors, on travaille avec les 5 principaux pays, France, Espagne, Italie, Turquie et la Belgique. Depuis que la Turquie est désignée membre programme, enfin plutôt pays programme, donc on va dire qu'il y a eu vraiment un engouement sur la coopération avec les Turcs et c'est quelque chose qui a très vite, qui s'est détaché très vite par rapport à d'autres pays. Avec la Finlande, on est sur 20 projets qui ont occasionné des mobilités dans les deux sens, des Finlandais et qui sont venus au Maroc, des jeunes Finlandais, des jeunes Marocains également qui sont partis en Finlande. Sur l'enseignement supérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, on inverse la tendance, c'est-à-dire qu'on a plus d'étudiants et de staff qui partent en Europe que de staff et d'étudiants, et surtout les étudiants européens, on a encore du mal à les accueillir. Comme je l'ai dit, il y a des questions de visibilité, il y a des questions de CTS, de système de crédit, qui est aujourd'hui la devise, on va dire, pédagogique. Un étudiant, il collectionne, un étudiant européen, il collectionne ses ECTS, il doit faire 180 crédits, il va confectionner. Aujourd'hui, on perd à ne pas rendre visibles nos menus pédagogiques, ou nos menus de cours, ou nos menus de curricula en ECTS, parce que l'étudiant européen, ça lui parle absolument pas. Et donc, c'est pour cette raison que, pour la formation professionnelle, c'est le même cheminement, d'ailleurs, que l'enseignement supérieur. Il y a toute cette phase où on va essayer de voir comment est présenté le système de la formation professionnelle en Europe, et on va essayer d'essayer d'accommoder ce qui est à accommoder dans une première étape pour faciliter par la suite la mise en place de mobilité d'apprenants. Et bon, le staff, ça va de soi, parce que c'est les évangélistes qui vont partir pour asseoir justement la mobilité future des apprenants. Alors, quoi dire, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Alessio Capellani, les bourses d'excellence, et je vous invite aujourd'hui tous, s'il vous plaît, d'inviter vos étudiants, vos connaissances à regarder notre site internet pour connaître ce que c'est. Cette bourse Erasmus Mundus, c'est la bourse d'excellence. Elle est ouverte sans limite d'âge. À partir d'une licence, on peut candidater pour cette bourse-là. Elle est ouverte, donc c'est une parenthèse que j'ouvre. On a déjà envoyé des emails pour que vous diffusiez au plus large, parce que c'est une très belle opportunité pour nos étudiants. Et le Maroc, contrairement à d'autres pays comme l'Éthiopie, l'Égypte, on est un peu vraiment derrière ces pays-là. Bon, vous allez me dire que le gros souci aujourd'hui, c'est l'anglais. Donc, on a intérêt également à développer les enseignements en anglais, parce que l'international se fait à travers l'anglais également. Et donc, ça sera également le gros challenge pour la formation professionnelle également. C'est de passer à des enseignements en anglais, c'est avoir du staff également qui... petit à petit également, je ne dirais pas s'initie à l'anglais, mais en tout cas qu'ils puissent mettre en place un certain nombre d'activités en anglais. Mais l'Union européenne, c'est, comme je viens de le dire, les pays membres, ils sont 33, donc il y a aussi d'autres langues, l'espagnol, le portugais, etc. Donc autant de ponts de coopération. Alors, pour la mobilité dans l'enseignement supérieur, encore une fois, ce qui est très intéressant dans Erasmus, au-delà du financement et de la bourse qui est très importante pour les étudiants, moins pour le staff, il faut bien sûr le dire, et c'est le networking. Parce qu'aujourd'hui, Erasmus, c'est un label, c'est une visibilité qu'on s'offre en plus. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est très important aujourd'hui qu'on l'intègre, et puis que ça devienne aussi un rituel chez nous d'avoir dans chaque établissement quelques Erasmus, staff et étudiants. Donc aujourd'hui, pour la visibilité, c'est quelque chose de très important. Et la mobilité, elle concerne les différents niveaux, à degrés différents, mais en tout cas, on essaye de développer, comme je viens de le dire, un peu plus d'accueil, parce que comme l'a dit M. Miraoui, l'internationalisation, elle est également at home et à domicile, et donc quand les étudiants européens viennent, c'est aussi des opportunités pour s'ouvrir sur d'autres réalités in situ chez nous. Alors, top 5 des pays avec lesquels sont grandes surprises, l'Espagne, la France. Alors, il y a un pays qui vient en 3e place, mais bon, inattendu, c'est la Pologne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, il y avait vraiment, de temps en temps, on accorde des petits, on va dire, extra funding à certains pays.
Et donc l'Union européenne accorde des extra funding, et c'est pour cette raison que de temps en temps, on peut avoir un pays qui se distingue un peu plus sur les mobilités, en plus des pays classiques, Espagne, France, Portugal, Italie, avec lesquels aujourd'hui nous sommes en collaboration renforcée. Avec la Finlande, c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est de développer plus de mobilité. Aujourd'hui, 71% de la mobilité est réalisée par les universités publiques. Les établissements ne relevant pas des universités sont très peu représentés. Comme je l'ai dit tout à l'heure à la directrice adjointe de l'Institut agronomique et vétérinaire, on n'a pratiquement que quelques établissements comme l'IAV, l'école nationale supérieure des mines de Rabat, enfin quelques établissements comme ça qui se distinguent sur les établissements ne relevant pas. Et puis, ce qu'il faut noter également, c'est la très peu diversification aujourd'hui en termes de pays, en termes d'établissements. Il faut savoir que dans la mobilité, il s'agit d'échanges bilatéraux et d'agreements bilatéraux. Donc, vous pouvez faire autant que de partenaires dans un pays. Donc, vous n'êtes pas obligé sur un pays de travailler avec un seul pays, avec un seul établissement. Et la même chose, vous pouvez démarcher les différents établissements dans différents pays. Donc aujourd'hui, c'est aussi un challenge pour nous, c'est de diversifier. Nous avons quelques bonnes recettes dans certaines universités, ils vont le dire tout à l'heure eux-mêmes, et voilà, qui ont réussi quand même à se diversifier en pays et en établissement par pays. Sur le renforcement de capacité, ce sont des projets très importants qui ont permis de mettre en place l'assurance qualité, de mettre en place un certain nombre de structures pour l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Nous sommes très fiers un de nos projets a mis en place le statut national de l'entrepreneur étudiant Salem, qu'on cite toujours parce que c'est un projet dont on est fier, mais pas que. Nous avons également des projets qui ont mis en place des curricula, des masters, des doubles diplômes. Nous avons une très belle fleur, on adore les couleurs et les formes dans Erasmus. Et juste pour vous donner une idée, et surtout pour la formation professionnelle, parce qu'ils arrivent sur cette action, en particulier le renforcement de capacité, et ça peut donner des idées. Il faut savoir que Erasmus, un de ses gros, on va dire, mérites et avantages, c'est qu'il a permis d'asseoir l'internationalisation dans les établissements de l'enseignement supérieur. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a permis, donc ça a été fait durant toute l'ère campus, et puis c'est suite à ça que nous avons pu, à partir de 2014, mettre en place la mobilité des étudiants. Parce qu'il y avait des rapprochements au processus de Bologne, et des rapprochements sur les systèmes de crédit, etc. Donc il fallait déjà mettre en place l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Donc ça sera également la même chose à mettre en place dans les établissements de la formation professionnelle pour aller ensuite dans une seconde étape sur la mobilité, et notamment des projets, on peut imaginer des projets de mise en place de pilotes de mobilité pour le staff et ensuite pour les apprenants. Donc tout ça, c'est des choses qui rentrent dans ces projets de renforcement de capacité. Et il y a des plateformes qui ont été créées, de MOOC, de Spock, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment, et nous sommes fiers, et bien sûr, la formation de formateurs, l'encadrement de staff et de personnel. Donc nous sommes fiers vraiment de cette diversité, on va dire, de livrables. Les challenges, on a encore du chemin, et c'est pour cette raison que cet après-midi, nous allons organiser un atelier spécial sur la structuration des bureaux de relations internationales. Et les gens qui sont avec nous aujourd'hui de la formation professionnelle, ça aujourd'hui c'est un investissement qu'il va falloir faire, parce que sans ces cellules, sans ces personnes dont les capacités vont être petit à petit renforcées, créées puis renforcées, parce que l'internationalisation ne s'improvise pas, il y a des compétences à acquérir. Et cet après-midi, nous allons discuter avec un petit panel d'universités marocaines et de partenaires européens sur justement quelles sont ces compétences-là, pourquoi il est très important de networker, avec qui on peut networker, comment on peut structurer justement ces cellules, est-ce que c'est une personne, est-ce que ce sont de deux personnes, etc. Et donc aujourd'hui, la structuration des BRI, ce qu'on appelle les bureaux de relations internationales, c'est un gros challenge aujourd'hui encore sur l'enseignement supérieur, et c'est quelque chose également sur laquelle il faut se projeter quand on parle pour la formation professionnelle qui rejoint, on va dire, la Erasmus. Alors, il y a aussi d'autres éléments, la visibilité, l'attractivité. Aujourd'hui, nous avons moult fois discuté de ces Corner Erasmus Corner, sur les sites internet, les curricula, enfin les menus de modules en anglais, etc. On a énormément
d'idées pour améliorer la visibilité et l'attractivité. Notre pays est très attractif, parce que nous avons un pays beau, proche de l'Europe. Nous jouissons d'une stabilité politique et nous sommes un pays qui est très diversifié sur plusieurs points. Mais aujourd'hui, le problème, c'est la visibilité de nos curricula, c'est la visibilité de nos institutions, c'est la visibilité de ce que nous pouvons offrir en termes de formation. Et donc, sur tout ceci, il reste encore du travail à faire dans l'enseignement supérieur. Et on va commencer avec la formation professionnelle, parce que c'est un effort nécessaire si on veut mettre en place la mobilité par la suite pour les apprentis, enfin les apprenants, pardon, dans la formation professionnelle, pardon. Et dans l'enseignement supérieur, pour continuer sur la même lancée, parce qu'un Européen, il se soucie également où il doit placer ses étudiants. Donc, s'il ne peut pas placer, c'est difficile pour lui d'accueillir. Donc, on sera toujours limité. On ne fera jamais autant que le pays aujourd'hui qui est à la tête de la région sud-méditerranée, et on restera toujours en seconde place aujourd'hui. Donc, il faut qu'on s'investisse un peu plus. Alors, aujourd'hui également, je ne sais pas pourquoi il m'affiche ça. Aujourd'hui, les questions d'impact, de valorisation, c'est des questions à chaque fois qu'on met en avant. C'est des questions aussi qu'on va devoir discuter et également avec les institutions de la formation professionnelle. En tout cas, aujourd'hui, on est sur un projet de mise en place d'un observatoire de l'impact Erasmus. Nous avons commencé par cette première étude que nous avons menée sur la première génération des projets de renforcement de capacité, parce qu'il est très important, finalisé entre 2019 et 2020, il est très important de savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il reste à faire, quelles sont aujourd'hui les leçons qu'il faut tirer de tout ce qu'on a déjà fait, et puis quelles sont les bonnes pratiques pour les nouvelles générations qui sont en cours, et puis pour d'autres secteurs. Encore une fois, il est très important qu'on se projette sur des projets où il n'y a pas qu'un seul secteur qui est impliqué, mais l'enseignement supérieur, côte à côte avec la formation professionnelle, puisque c'est possible aujourd'hui, sous Erasmus et dans les projets Erasmus+, et avec la jeunesse. C'est très important de créer ces passerelles-là. Je ne vais pas revenir sur le détail de l'impact. On organisera prochainement une journée, enfin une demi-journée, rien que sur cette histoire d'impact. Et pour arriver aux nouveautés. Alors, la nouveauté en termes de pays-programme avec qui on peut travailler, bon, il n'y a pas une vraie nouveauté. Bon, on a perdu un pays, hein, c'est le UK, mais il nous reste encore les 27 pays membres de l'Union européenne, plus 5 pays associés à l'Union européenne, donc l'Islande, Liechtenstein, Norvège, la Macédonie, la Serbie et la Turquie. Donc vous avez aujourd'hui 33 pays avec lesquels vous pouvez travailler. Le Maroc est considéré comme un pays partenaire. Pourquoi ? Parce qu'on ne cotise pas dans le programme Erasmus+, mais c'est pas que ça. C'est pas qu'une question de cotisation. Alors, comme l'a dit, comme l'a rappelé Monsieur Alessio Capellani, mais également Monsieur Miraoui, les grandes priorités transversales dans le programme aujourd'hui 2021, sur la période 2021-2027, c'est bien sûr la transition numérique, transition écologique et l'inclusion. L'inclusion dans une acception mais vraiment large, pas que les personnes avec handicap ou des impairments, comme on dit, mais il y a la question de l'accessibilité, mais également la question de l'équité, l'inclusion de personnes qui viennent d'un background désavantagé, etc. Donc vraiment l'inclusion dans son acception plus large. Alors, priorité transversale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans tous les projets que vous allez soumettre, si vous rajoutez une petite louche de transition numérique, d'inclusion, d'écologie, changement climatique, c'est le bienvenu. Ça va vous permettre de vous dénoter. Ça ne veut pas dire que les projets vont se focaliser que ça, mais c'est ces priorités transversales qu'on aimerait bien voir. Par exemple, quand on pense à un curricula development, par exemple, la mise en place d'un master, renforcement d'une filière, renforcement d'un master, renforcement d'une licence, inclure un module en e-learning, c'est toujours quelque chose qui va augmenter nos chances parce que c'est une priorité transversale. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe pour le Maroc ? Les nouveautés, alors comme on l'a dit, la formation professionnelle. Alors, on s'en réjouit parce que ça veut dire que dans quelques années, on aura aussi la mobilité pour les apprenants et c'est extraordinaire ce que nos étudiants dans l'enseignement supérieur ont vécu.
nos apprenants dans la formation professionnelle vont le vivre prochainement. D'accord? Et donc ça, c'est une très belle ouverture. Le sport également, pour compléter, pour boucler la boucle, on va dire. Toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, Erasmus, c'est éducation formelle, éducation non formelle. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette jeunesse, pour la soutenir, l'encadrer, l'orienter sur cette idée de citoyenneté mondiale, etc. Et donc ça se passe dans les salles de cours, mais également dans d'autres sous autres cieux et dans d'autres activités, notamment le sport et la jeunesse. Le renforcement de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on a un extra funding pour la région Sud-Med sur la jeunesse. Alors, pourquoi je vous en parle? Vous allez me dire, oui, mais nous sommes des établissements de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, parce que sur les projets, on peut imaginer des consortia qui incluent tout le monde. C'est possible. C'est possible à travers, bien sûr, vous avez aujourd'hui dans tous les établissements des chargés d'affaires culturelles, des chargés d'activités culturelles et artistiques, etc. Donc tout ceci, ça rejoint également ce volet jeunesse et c'est autant d'opportunités de mobilité, autant dans les deux sens, encore une fois, c'est-à-dire des Marocains vers l'Europe et des Européens vers le Maroc. Alors ensuite, nous avons en termes régional un renforcement on va dire, des financements pour l'Afrique. Et c'est très important qu'on en soit conscient, parce que les projets peuvent être nationaux, régionaux, et aussi multirégionaux. Et donc, vous pouvez également, sachez qu'il y a un peu plus, on va dire, de financement pour l'Afrique, qui est une région autre. Nous appartenons à la région sud-méditerranée, et l'Afrique appartient, Afrique subsaharienne, je veux dire, elle appartient à la région ACP, Africa Pacific Caribbean, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut également renforcer le rôle nous avons déjà une expertise sur les projets de renforcement de capacité qu'on pourrait partager avec nos partenaires subsahariens, et puis ça renforce le rôle du Maroc dans cette idée de coopération tripartite entre le Maroc, l'Union européenne et l'Afrique subsaharienne. Alors enfin, des nouveautés qu'on va voir en détail tout à l'heure, dans la mobilité, dans les projets de renforcement de capacité, on a quelques petites bonnes nouvelles sur un peu plus de flexibilité, donc on va le partager avec vous tout à l'heure, et sur les masters conjoints Erasmus Mundus. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sur 2021-2027, l'objectif du programme, c'est étendre, élargir les possibilités d'internationalisation à tous les établissements de l'enseignement supérieur et aux établissements de la formation professionnelle. L'objectif, c'est de donner à ce qu'on appelle les primo-demandeurs, c'est-à-dire des établissements qui ne sont pas encore dans la dynamique ou qui sont très peu encore dans la dynamique. Je cite des facultés des sciences sociales, les facultés de médecine, etc. Parce que dans une université aujourd'hui, ce n'est pas encore, on a encore un ancrage important des facultés des sciences qu'on remercie, et des sciences et techniques et des engineering, parce que c'est eux qui ont mené la coopération depuis des années. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une plus grande diversification. Donc il faut penser à introduire plus la mobilité, les projets de renforcement de capacité dans ces établissements-là. Et puis, nous avons également des établissements qui ne font rien dans Erasmus et dans l'internationalisation. Il va falloir également les inviter à cette nouvelle dynamique. Donc, le focus sera sur ces gens-là. Et puis, de renforcer ce qui a été fait dans les établissements qui sont déjà impliqués. Et alors je ne sais pas ce qui se passe à chaque fois. Et puis bien sûr, plus d'inclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la mobilité, mais également dans le cadre des... À chaque fois, je ne sais pas ce qui se passe. Escape. Merci beaucoup. Donc, en d'autres termes, parce que ça ne marche pas. Parce que je le vois chez moi, pas chez eux. Et voilà. Donc, pratiquement et pratico-pratique, ce sont aujourd'hui cette palette d'actions qui nous est ouverte. Ce sont, alors, une action, ce sont des calls, ce sont des appels à projets. Et donc,
tout à l'heure, nous allons détailler chaque élément, hein, chaque action, avec comment ça se passe et puis surtout quelle nouveauté. Parce que nous sommes hétérogènes aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent déjà la dynamique et d'autres qui la connaissent moins. Et donc aujourd'hui, hein, nous avons bien sûr des actions qui rentrent dans la mobilité, mais des choses qui rentrent dans le renforcement de capacité. Nous avons aussi des activités de création de masters conjoints, etc. Pour la formation professionnelle, nous avons alors le renforcement de capacité comme une action clé aujourd'hui pour la formation professionnelle. Dans une première étape, accueillir les Européens, parce qu'il est très important d'engager déjà des relations, d'accord? Donc sachez que les établissements de la formation professionnelle, désormais, peuvent accueillir des Européens, surtout le staff, pour commencer déjà à discuter de ce qui peut se faire sous Erasmus, puis de monter des projets de renforcement de capacité, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça peut être, et puis une action un peu plus spécifique, qui sont ce qu'on appelle donc les partenariats d'excellence. Et ces partenariats d'excellence, l'objectif, c'est la création, on va dire, de plateformes d'excellence au niveau transnational. C'est une action orientée plus pour les Européens, mais dans laquelle certains de nos établissements de la formation professionnelle peuvent se prétendre. Pourquoi? Parce que c'est un bon, on va dire, c'est un bon prélude, encore une fois, pour tout ce qui va venir par la suite, à savoir la mobilité dans la formation professionnelle. Alors, dans la jeunesse, donc une palette aussi diversifiée, hein, toutes ces actions également sont ouvertes, on va y revenir tout à l'heure. Et sachez que tous les appels aujourd'hui sont ouverts à partir de la mi-novembre. Nous allons les détailler tout à l'heure. Et le bureau, en continuité de cette journée, va organiser le 11, donc une journée de networking avec les universités européennes. Sont invités également les établissements de la formation professionnelle. Donc, il y aura Higher Education et Vocational Education. Et l'idée, c'est voilà, de connecter un peu les établissements marocains avec leurs homologues européens. Alors, nous allons également commencer des journées, parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Il y a énormément de technicité. L'objectif de cette journée, c'est de vous sensibiliser déjà à ce qui est ouvert et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, tout est ouvert. Et commencer à chercher les partenaires. Donc, nous allons vous épauler à partir déjà de cette première action du 11 novembre. Et puis, on va continuer, parce que c'est ça l'objectif également du bureau, et commencer aussi à mûrir des idées dans le renforcement de capacité, dans les masters conjoints pour l'enseignement supérieur, chercher des partenaires également pour les projets de mobilité, parce que c'est ça aussi, hein, le nerf de la guerre, c'est de trouver également des partenaires qui vont travailler avec nous, qui vont collaborer, etc., pour la mise en place des différentes actions. Et je vais finir sur cette plateforme aujourd'hui que nous allons lancer prochainement, parce qu'aujourd'hui, on grossit. Erasmus grossit au Maroc et on a besoin d'une plateforme centralisée pour essayer donc de connecter les différents partenaires, notamment sur la question de mobilité, et préparer la venue de la formation professionnelle. Donc autant s'investir dès maintenant sur des systèmes d'information centralisés pour qu'on puisse suivre la mobilité, parce que c'est aussi beaucoup de données à gérer pour essayer de préparer, comme on l'a fait, hein, des slides qui disent aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas encore et qu'est-ce qu'on devrait faire. Alors, tout de suite, le ministère de l'Enseignement supérieur va nous présenter les principales priorités sur l'enseignement supérieur. Le ministère de l'insertion économique et des compétences devait nous rejoindre, mais à cause d'une commission au Parlement, donc ils n'ont pas pu nous rejoindre. Mais de toutes les manières, lors des info-sessions que nous allons organiser, rien que pour les établissements de la formation professionnelle, ils vont partager avec nous quelles sont aujourd'hui les priorités, les axes sur lesquels ils veulent qu'on travaille, à l'instar de ce que va présenter tout de suite l'enseignement supérieur sur le volet enseignement supérieur, mais également sur le volet recherche pour les projets Horizon Europe.